Salut à tous les aventuriers, on se retrouve ici pour une vidéo assez courte intitulée « Petit plaidoyer pour la stratégie ». Un peu en réaction de la première moitié de la saison La Légende, mais c'est une vidéo qui s'applique aussi globalement pour koh Lanta. Alors je ferai une vidéo bilan de la saison La Légende, où je parlerai exclusivement de la saison en détail. Dans cette vidéo, je vous livre juste une petite déception que j'ai sur les saisons All Stars en particulier, et l'utilisation de la stratégie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais redire très grossièrement des choses que j'avais déjà dit dans ma vidéo sur le paradoxe de koh Lanta, qui aurait très bien pu s'appeler la stratégie dans koh Lanta, puisque j'avais expliqué ce que c'était et son utilité. Donc ici, un court rappel. La stratégie, c'est une réaction à la compréhension du jeu. Et la stratégie, ça aide à gagner le jeu. Ce sont deux choses positives. Il n'y a pas de mal à comprendre un jeu, et il n'y a pas de mal non plus à essayer de gagner un jeu dans lequel on s'est inscrit. Alors, retenez bien ces deux points. Ça désigne aussi des points de blocage dont on va parler un peu plus tard. D'abord, un récapitulatif aussi sur les deux types de stratégies qui existent. Alors ça, c'est dans tous les jeux du monde, pas que dans koh Lanta. On a le jeu optimal, ou jeu théorique, c'est pareil, et le jeu exploitant. J'explique rapidement avec des exemples. La stratégie optimale, c'est l'application du meilleur jeu possible. En gros, on élimine les profils de gagnants. Donc, dans une saison comme La Légende, on souhaite éliminer Claude ou Laurent. À côté de ça, la stratégie exploitante, c'est une adaptation au contexte qui nous fait mal jouer pour de bonnes raisons. J'aime bien utiliser cette formulation, je trouve qu'elle est assez explicite. En gros, on va se dire, bon, j'ai compris que personne ne va voter Claude ou Laurent, donc je ne vais pas essayer, sinon je vais avoir des problèmes. Alors, le problème justement de la stratégie optimale, c'est qu'elle ne devient rentable que si tout le monde joue bien, ou relativement bien. Du coup, souvent, dans koh Lanta, on se retrouve avec des stratégies exploitantes. La preuve en est que dans la saison La Légende, on a eu l'élimination de Cindy et Patrick vers le tout début, et aucune épée de Damoclès ou quasiment sur des Claude ou des Laurent, ce qui est théoriquement inexplicable. En fait, on a l'impression qu'il y a un sentiment de honte à éliminer les plus forts. Alors que non, ça devrait être l'inverse. Éliminer un candidat susceptible de gagner à notre place, ça devrait occasionner de la fierté. Parfois, pour justifier le fait que les candidats ne votent pas contre des profils de gagnants, on entend dire « je veux me mesurer à lui, je veux me mesurer au plus fort ». Et là, le problème, c'est que ça s'appuie sur les épreuves, cette vision du jeu. Et les épreuves dans koh Lanta, en fait, c'est un trompe-l'œil. Il faut élargir sa vision du jeu, puisque le conseil, c'est une arène aussi. Alors ça paraît pas, parce que c'est un combat plus intellectuel, mais il faut vraiment voir le conseil comme un espace d'affrontement. Koh Lanta, c'est une succession de conseils. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des épreuves éliminatoires, mais bon, il y a quand même plus d'éliminés à des conseils. Donc il n'y a pas de honte à éliminer un profil de gagnant. Ça sert à ça les conseils, justement. On se mesure aux autres aussi dans les conseils. Cette vision du jeu, j'ai l'impression qu'elle n'est pas partagée par le grand public. Et à l'intérieur du jeu, ce qu'on observe, c'est que les saisons passent et le constat, il est là. Il y a une difficulté à être stratège. Alors, on va distinguer plusieurs cas de figure. On va avoir ce que j'ai appelé le cas A, pour se repérer, j'ai donné des lettres, qui va être un problème de compréhension du jeu. Le cas B, un problème d'envie de gagner. Le cas C, où le jeu exploitant devient rentable. On va les prendre un par un. Le premier point de blocage, c'est un problème de compréhension du jeu. Si le candidat a une mauvaise compréhension et vision du jeu, il ne sait pas à quoi ressemble le jeu optimal. Il ne sait pas en fait comment augmenter ses chances de gagner le jeu. Si vous préférez, il ne voit pas les opportunités. Donc forcément, il ne peut pas réfléchir dessus. Alors qu'il y en a des opportunités. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va appeler le cas A.
Par exemple, quand on voit qu'au conseil qu'il a éliminé, Candice avait voté Clémence, là on voit qu'elle est dans le cas A. En fait, elle a besoin des autres, stratégiquement parlant. Et dès qu'elle doit décider toute seule, dès qu'il y a un conseil surprise, elle est à l'ouest en fait. Ensuite, il y a les candidats qui comprennent assez bien le jeu, ou même très bien le jeu, mais cette compréhension du jeu n'enclenche pas de démarche et d'envie stratégique. Enfin, il peut y en avoir une, mais elle ne sera pas optimisée. C'est-à-dire que la personne sait comment augmenter ses chances de gagner, mais elle se refuse de le faire. C'est le cas B. Donc ce cas B, en fait, il est compliqué à détailler car très pluriel. Finalement, tout le monde a ses propres raisons, hein. On va citer les plus courantes. Par exemple, je ne veux pas voter contre les plus sportifs, je ne veux pas voter contre mes amis, je veux tenir mes promesses, mes engagements, je fais attention à mon image car je sais que je passe à la télé, etc. Vous voyez, ça dépend des gens, chacun a ses propres limites en fonction de ce qu'il considère comme étant moral ou pas. Alors moi, sur cette chaîne, j'utilise le modèle de la spirale dynamique qui, je trouve, permet de décrire toute cette complexité humaine avec beaucoup de finesse, puisque la morale fait référence au niveau bleu, et la description du niveau bleu reste très générale en disant que chacun se conforme à une vérité ultime. Mais après, chacun sa vérité, hein. Tout le monde est différent. Donc, à part le dernier point ici qui est un peu particulier, le point commun c'est toujours la diminution de nos chances de victoire finale en respectant notre morale. Bref, pour résumer ce cas B, ce sont des personnes qui veulent gagner, hein, bien sûr, mais pas à tout prix, pas n'importe comment. Enfin, il y a un dernier cas qui empêche de jouer optimal, c'est tout simplement l'intelligence de jeu. Alors ici, ce n'est pas un blocage, comme dans les cas A et B, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire que même les candidats qui sont susceptibles d'appliquer la théorie, ils ne le font pas, car quand on est entouré de candidats qui appartiennent au cas A et B, eh bien c'est le jeu exploitant qui devient le plus efficace pour essayer de gagner la saison. Ce que j'avais appelé le paradoxe de Koh-Lanta, puisque finalement le meilleur stratège est celui qui comprend qu'il ne faut pas l'être, ou du moins en fait, c'est celui qui essaye de cacher qu'il l'est. Ok, on a vu les trois cas, maintenant j'ouvre une petite parenthèse pour faire une précision importante. Si on était con et très strict, on pourrait dire que quasiment tout le monde figure dans le cas B. Parce qu'on n'est pas des robots non plus, hein. En creusant, on trouverait forcément un point de blocage. Quelque chose qu'on se refuse de faire, mais tout en comprenant que ça ne nous arrange pas de le faire. Je vous livre un exemple. Imaginez celui-ci. Je ne veux pas faire exprès de perdre une épreuve. Donc là, imaginez un scénario où ça nous arrange de perdre une épreuve pour qu'on vote contre nous, qu'on sorte un collier, enfin peu importe le scénario. Eh bien, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être dans le dépassement de soi sur une épreuve, il diminue un peu ses chances de gagner le jeu Koh-Lanta. J'aime bien cet exemple parce qu'il montre bien qu'au fond de nous, voilà, on a quasiment tous un minimum de morale qu'on veut respecter. Alors cependant, ce que je voulais préciser en disant ça, c'est que ne pas vouloir être stratège uniquement sur les épreuves, ça reste un point de blocage qui est très très bas. Rien de comparable avec celle que j'ai citée tout à l'heure. Donc globalement, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment dans le cas B. C'est du bon sens en fait, si vous voulez. Quand on a besoin de beaucoup creuser pour trouver un blocage à la stratégie, on peut estimer qu'on est susceptible de jouer optimal. Les seules personnes chez qui aucun point de blocage n'existe, ce sont des individus qui sont dans une attitude arrêtée ou coincée dans le niveau orange. Donc pour eux, il n'y a aucun plafond. C'est des gens qui sont prêts à tout pour gagner. Donc tout au sens propre. Ok, parenthèse refermée. Et donc, vous voyez que finalement, si on cumule les cas A, B et C, eh bien c'est assez logique que les saisons soient pauvres en termes de stratégie optimale et de jeu théorique. Puisque pour qu'un jeu optimal puisse s'installer, il faut des candidats qui mettent de côté les dimensions humaines et morales dans leur réflexion.
Et surtout, il faut que ce soit la majorité du casting, hein. Et c'est justement ce qu'est censé établir une saison All-Star. Une saison All-Stars, ça devrait nous offrir une bataille de jeu optimale. Or, ce n'est pas du tout le cas dans la saison La Légende. Alors, en réalité, il n'y a aucune surprise, hein. De toute façon, le bleu de l'émission est trop fort pour ça. Quand le casting de la saison anniversaire est sorti, moi je me suis dit, en première réaction, je me suis dit, ok, ça c'est une saison pour Claude, ça. Et vous voyez, dans cette réflexion, il y a quelque chose qui cloche en fait. Puisque dans une saison All-Star, Claude a un énorme profil de gagnant. Il est hyper fort. Donc théoriquement, ça devrait être l'ennemi public numéro 1. Il n'y a aucun intérêt personnel à faire une alliance avec lui et à le laisser dans le jeu. Bon, c'est vrai que la théorie pure et dure, elle n'existe jamais telle qu'elle, hein, dans la vraie vie. Il y a toujours quelques déviations inévitables, comme les fameuses alliances pré-game par exemple. Mais bon, ça n'excuse pas tout, hein. Tout le monde n'était pas en alliance pré-game avec Claude non plus. Voilà, ma critique concerne donc essentiellement les saisons All-Stars. J'insiste là-dessus, hein, parce que dans les saisons d'Anonyme, ça me gêne pas du tout, mais alors pas du tout que la théorie ne soit pas appliquée. Au contraire, moi j'adore koh pour ça aussi, hein. Le fait d'avoir une concurrence qui n'est pas prêt à tout pour gagner, ça rend le jeu paradoxalement plus difficile, puisque ça implique un lâcher-prise vis-à-vis de la stratégie optimale au profit de l'adaptation. Donc ce qu'on appelle le jeu exploitant. Moi c'est génial, je trouve ça, c'est d'observer comment les candidats perçoivent la situation, les situations, et comment ils modifient leur jeu en conséquence pour augmenter leurs chances de gagner. Donc moi ici, mon reproche concerne surtout les saisons de retour de candidats. Je trouve que ces saisons devraient être l'occasion de jouer optimal, ce serait cool, ça changerait un peu des saisons d'anonyme. Voilà ce que je voulais dire. Alors si vous voulez réagir à la vidéo, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous estimez être dans les cas A, B ou C? Et pourquoi en fait? Quels sont vos points de blocage stratégiques? Et quelles sont aussi vos attentes quand vous regardez une saison All-Stars? Est-ce que vous avez des exigences en matière de stratégie comme moi? Ou est-ce que les duels dantesques que ça permet sur les épreuves, ça vous suffit? Voilà, dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Alors par ailleurs, c'est assez marrant que ce soit moi qui fasse cette vidéo et cette critique, alors que je ne suis pas le plus grand fan de stratégie. Enfin, je le suis un peu encore, hein, mais je l'ai surtout été avant. Pour parler en termes de spirale dynamique, j'ai eu une grosse période orange quand j'étais lycéen, même dès la fin du collège en fait, hein, jusqu'à 18-19 ans. Et depuis quelques années, je sens que ça s'est beaucoup calmé. Alors je suis toujours à légère dominance orange, mais rien à voir avec avant. Alors pourtant à la base, moi je suis fan des échecs ou du poker, hein. Je jouais quasiment tous les jours au poker avant, donc on ne peut pas faire plus stratégique, hein, comme jeu. Et pourtant, je sais que moi, si j'étais dans koh, je serais incapable d'être stratège dans le sens classique du terme, de faire des moves optimales. Alors je le sais parce que j'ai participé en fait il y a quelques semaines à un mini koh amateur sur la côte atlantique. Donc c'était le même principe qu'à la télé, hein, c'était avec des inconnus. On a fait 2 équipes, il y avait des colliers d'immunité, il y avait des épreuves, il y avait des éliminés au conseil, l'orientation, les poteaux, comme à la télé quoi. Sauf qu'on a fait ça en accéléré, bien sûr, hein, sur un week-end seulement, pas sur 40 jours. Et moi, j'y suis allé en me disant, bon, je vais essayer d'appliquer ce que je pense du jeu, voilà. Et en fait, sur place, rien à faire. J'étais littéralement incapable d'être stratège dans ce genre de contexte avec des inconnus. Alors, ça m'empêchait pas de comprendre ce qui se passait, mais sans volonté d'action derrière, en fait. Donc moi, concrètement, je suis dans le cas B, qu'on a cité un peu avant. J'ai même été jusqu'à faire le pire move possible dans koh, puisque j'ai été au tirage au sort des ambassadeurs. Il se trouve que j'avais été désigné ambassadeur par l'équipe adverse, et voilà, aux ambassadeurs, j'ai été au tirage au sort. Alors bon, pour l'anecdote, j'ai pioché la boule blanche, donc ça change rien, mais voilà, ça change rien au fait que c'est très mal joué, hein. Alors j'ai pas gagné la saison pour autant, pour tout vous dire, j'ai perdu à la redoutable épreuve d'orientation. Bref, ok. Le lien avec mon Enéatype serait très facile à faire, hein, par rapport à ce que je viens de décrire.
Ben, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas m'étaler. En tout cas, en tant qu'observateur, moi j'aime bien analyser la stratégie, d'où mon envie voilà, de faire ce petit plaidoyer pour la stratégie. Et voilà, bon, pour récapituler cette vidéo, en fait, je trouve juste dommage que le niveau de jeu ne soit pas plus élevé que ça sur les saisons All-Stars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors autrement, autre info, j'ai vu qu'il y avait l'onglet communauté qui s'est débloqué sur la chaîne la semaine dernière. Alors je vais commencer à l'utiliser, je pense, incessamment sous peu pour faire des mini-analyses, voilà, des trucs que j'ai envie de dire sur Koh Lanta bien sûr. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi votre avis donc dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Maratane!